Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence sur les gaz verts vers un mix énergétique 100% renouvelable en 2050. Je serai le modérateur, animateur, je ne sais pas comment on peut dire. Donc je m'appelle Jean-Philippe Burtin, je présenterai bien sûr nos interlocuteurs et conférenciers juste après. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui sur ce salon Mix E pour vous parler de ce sujet qui me tient à cœur. Alors, à double raison, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui représentent, je pense, beaucoup de monde dans la salle, donc je suis fondateur de Borea, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans les énergies renouvelables et le gaz vert en particulier. Mais aujourd'hui, je viens avec la casquette de Biogaz Vallée, qui est la fédération, le réseau des gaz renouvelables en France. Donc, le réseau national, on intervient depuis 14 ans, on supporte le biogaz, biométhane et tous les autres gaz. Et donc, je suis ravi. Aujourd'hui, comme vous le savez, le gaz vert, c'est l'un des carburants de la décarbonation et ça donne des opportunités pour réindustrialiser sur notre territoire. Avec la méthanisation, la pyrogasification, gasification hydrothermale, power to gas et plein de belles choses. Et aujourd'hui, le gaz vert, ce qui est important, c'est une énergie renouvelable, ça je pense que tout le monde l'a bien compris, mais non intermittente. Et ça, c'est ce qui fait quand même sa particularité par rapport aux autres énergies et qui répond à un enjeu de transition énergétique sur le territoire. Ça s'adresse à de nombreux sujets, bien sûr l'agriculture, les déchets, l'énergie, l'environnement, l'emploi et toute la partie géopolitique. Et je voulais juste, avant de donner la parole et présenter mes conférenciers, vous parler de quelques chiffres. Aujourd'hui en France, il y a plus de 1700 sites de production de gaz vert. Si on prend, il y a deux parties. Il y a une partie, il y en a 1065 exactement, j'ai pris les derniers chiffres quand même. Installation qui produit de la chaleur et de l'électricité, ce qui représente à peu près 3 TWh en 2023, à partir de biogaz raccordé au réseau. Et enfin, ce qui est important, c'est sur les 7 dernières années, beaucoup de sites en injection, il y en a 674. Alors j'espère que je ne vais pas être contredit par mes voisins. Aujourd'hui, qui produit du gaz vert et qui sont raccordés au réseau, dont certains tuyaux de GRT Gaz, et d'autres dans le sud-ouest par un autre acteur, et qui représente là, cette fois-ci, 12 TWh. Et pour donner une image d'Épinal, ça représente à 2 réacteurs nucléaires. On a un peu plus comme ça de vue sur le sujet. Donc voilà, 2030, 2050, ce sont des étapes clés pour le biogaz et pour l'injection. Je vais présenter tout d'abord Étienne Goudal, qui est aujourd'hui ingénieur de formation, 15 ans d'expérience dans l'exploitation au sein d'un grand groupe gazier. Il est passé par plein de choses, les projets, les études, les mouvements de gaz d'exploitation, et aujourd'hui à la direction stratégique de GRDF. Oh là, déjà, je faisais les mutations, excuse-moi, de GRDF. Ensuite, à sa gauche, Marcio Cittini, aujourd'hui senior advisor chez Bluenomi, qui a une carrière à l'international, en particulier dans le business développement en biogaz, biomasse au Brésil. Puis il est revenu en Europe pour travailler dans le monde de l'industrie et aussi aux Nations Unies à Genève. Et enfin, Jean-Marc Le Gall, notre dernier conférencier à gauche, et qui est directeur du développement gaz au sein de GRT Gaz. Il nous dira ce que fait GRT Gaz et qui a une grande expérience à l'international en particulier, au sein du groupe Engie, avec des passages chez Elangie et GRT Gaz. J'espère que je ne me suis pas trop trompé. Je vais donner la parole tout de suite à Étienne sur la première question, et comme ça on va lancer dans le vif du sujet, un petit peu l'état des lieux du mix énergétique en France à ce jour. Merci Jean-Philippe. Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, si on regarde aujourd'hui le mix gazier, c'est aussi, le mix énergétique gazier français. Ce qui est intéressant, c'est de regarder déjà un petit peu en arrière, faire un petit peu de rétrospective. Il y a 10 ans, il n'y avait aucun gaz renouvelable dans les réseaux gaziers français. La filière méthanisation, en l'occurrence, qui est la première filière, cette filière de production de gaz renouvelable d'origine principalement agricole, s'est développée depuis 2011. Effectivement, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on est à un peu plus de 670 sites qui injectent sur les réseaux, à peu près 80% qui sont raccordés au réseau de distribution de GRDF, une vingtaine de pourcents qui sont raccordés au réseau de transport de GRT Gaz et de Terega dans le sud-ouest de la France. Ce sont généralement des installations qui sont opérées par des agriculteurs. 80% de ces unités sont opérées par des agriculteurs.
Et finalement, c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir quelques pourcents du mix gazier français qui est d'origine renouvelable. Donc le gaz vert aujourd'hui, c'est déjà une réalité, surtout c'est une réalité quand on voit la vitesse à laquelle il s'est développé. On est sur des vitesses de développement qui, quand on compare à calendrier comparable, sont plus rapides encore que ce qu'on a connu sur les énergies renouvelables électriques, en termes de croissance et de développement. Et donc forcément, ça amène à l'optimisme pour l'avenir. Ça amène à l'optimisme pour deux raisons. La première, c'est qu'on voit bien qu'on a encore un paquet de biomasse, en particulier d'origine agricole, qui n'est pas encore exploité et qui peut être exploité pour produire davantage de gaz vert. On sait qu'à l'horizon 2030, on peut largement multiplier par 4 la production de biométhane issue de méthanisation. C'est atteignable sans trop de difficultés. Et la biomasse agricole, elle est là. Et autant il peut y avoir des débats sur les questions de la biomasse à très long terme, mais en tout cas à 2030, il n'y a pas de débat. Il y a cette biomasse, elle est disponible, elle peut permettre de produire. Et puis, il faut être clair aussi que la production de gaz vert, elle peut ne pas reposer que sur la méthanisation. On sait que la deuxième vague de production de gaz vert, ce sera du gaz produit à partir de déchets. Ce gaz produit à partir de déchets, il va reposer alors un petit peu sur la méthanisation, quand on méthanise des biodéchets, quand on méthanise des bouts de stations d'épuration, mais beaucoup plus sur les nouvelles filières de type pyrogazéification ou gazéification hydrothermale, qui finalement vont valoriser un certain nombre de déchets, solides ou liquides, qui sont aujourd'hui assez peu pris en compte d'ailleurs dans les modélisations, de transition énergétique, et pour autant sont assez fondamentaux parce que c'est du carbone, c'est de l'énergie, qui peut donc être converti en gaz vert, généralement aujourd'hui d'ailleurs qui peut poser des problèmes, en tout cas qui peut poser des débats, on va dire, environnementaux, et qui mérite d'être valorisé en gaz vert. Et donc si on prend tout ça, en fait on se rend compte qu'on peut multiplier par 5 la production de gaz vert à l'horizon 2030, c'est-à-dire passer de la douzaine de TWh de capacité installée à fin 2023 à pratiquement 60 TWh de capacité installée en 2030. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en 2030, on peut avoir 20% de gaz vert dans le mix gazier français. 20%, c'est plus que l'approvisionnement en gaz que portait la Russie avant la crise russo-ukrainienne. Donc très clairement, la production de gaz vert en France, c'est à la fois un levier de décarbonation et d'augmentation de la souveraineté énergétique, en plus évidemment d'avoir des unités industrielles qui contribuent à la réindustrialisation des territoires. Pour compléter ce que vient de dire Étienne sur la perspective qu'on a jusqu'à 2030, avec ce facteur 5 qui montre qu'on est sur des filières de gaz renouvelable. De 15h30 à 16h30, le club solaire métropolitain. Salle Saint-Clair au niveau 2. Mais vive Mais le je gaz. ne parlais pas de ça, en fait. Donc on évoquait le fait que les filières de gaz renouvelables sont dynamiques dans une perspective de 2030. Et pour compléter le propos d'Étienne, donc qui montrait bien que cette dynamique elle est pleinement en cours et elle est déjà engagée, je voudrais éclairer un peu ce qui se passe en tendance entre 2030 et 2050. Alors l'idée, c'est pas de chiffrer les choses et d'être trop dans des logiques fines de scénario, c'est pas le propos aujourd'hui, mais de donner des grandes tendances qu'on accompagne, nous, opérateurs de réseau, en tant que logisticiens du système énergétique. La première des grandes tendances sur 2030-2050, c'est la sobriété. C'est-à-dire que globalement, on est aujourd'hui sur des consommations gaz qui sont autour de 450-400, ça dépend des années, plutôt 400 en année récente, TWh annuels. Et les scénarios convergent pour que globalement, à échéance 2050, on soit sur un ordre de grandeur de 200-300 TWh. Donc la première des grandes tendances, il ne faut jamais l'oublier, c'est une tendance à la sobriété accrue de notre économie. Et cette sobriété, elle s'articule, cette tendance, elle s'articule pour nous autour de 3 types de réseaux qui vont accompagner cette évolution, qui sont un premier réseau qui sera dédié au gaz renouvelable, justement, dans le prolongement des réseaux gaz actuels, et puis 2 réseaux qui progressivement vont aussi se développer, plutôt entre 2030 et 2050 d'ailleurs, qui sont des réseaux de CO2 et d'hydrogène. Toujours en matière de complémentarité, on aura, et Étienne l'a suggéré, c'est déjà en train de démarrer, une complémentarité aussi entre les différentes technologies de production de gaz renouvelable. On a aujourd'hui
une techno qui est très dominante, qui est la méthanisation. Et finalement, la success story qui s'est construite avec le monde agricole et qui est amenée à se poursuivre sur la méthanisation, l'idée fondamentale que porte toute la filière des gaz renouvelables, c'est de répliquer, en quelque sorte, parce qu'on ne réplique jamais exactement les choses, mais de répliquer cette même success story avec le monde des déchets qui, comme tu le disais, renferme ou détient un gisement significatif de gaz renouvelable à terme. Et tout cela, ça a un sens globalement parce que si on se place à une échéance 2050, avoir une seule corde à son arc et une seule techno pour produire des gaz renouvelables, globalement, c'est pas souhaitable. On voit bien qu'une seule techno toute seule ne sera pas suffisante et n'assurera pas la résilience suffisante au système, et qu'il est préférable de disposer de plusieurs technos qui prendront chacune leur part dans le développement du mix. Et c'est pour ça que derrière la méthanisation, qui peut encore monter en charge, on doit dès aujourd'hui préparer la vague d'après qui se construit autour de la pyrogazéification et de la gazéification hydrothermale, car l'objectif à terme, et il est crédible en France, c'est d'avoir un mix gazier totalement décarboné. C'est ça qu'on a dans le viseur à horizon 2050. Marcio, je te laisse parler de ton côté un petit peu. Alors, ça marche? OK. Bonjour à tous. Moi, je vais essayer de répondre à cette question et d'aborder ces sujets d'une façon un peu différente. Moi, je vais déjà féliciter l'existence de cette question. Parce que c'est quand même cet horizon de long terme qui peut permettre le développement de volume, de technologies et de façon très importante de toutes les externalités positives qui tournent autour du sujet du gaz vert. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur déjà une molécule énergétique simple, le drop-in fuel, donc déjà qui n'a pas besoin de trop d'infrastructures différentes pour entrer dans notre système, donc qui peut se permettre effectivement de simplement remplacer l'alternative fossile. Après, toute l'externalité qui peut, une fois qu'on développe l'offre du biométhane, on a en conséquence forcément des bénéfices de santé, on a forcément des bénéfices environnementaux, on a plusieurs fois beaucoup de bénéfices sociaux qui sont intégrés dans l'ADN de ces produits. Donc tout ça, c'est magnifique. Et en fait, nous poser la question, si jamais d'ici à quelques années, on pourrait quand même augmenter la taille de cette filière pour avoir 100% de ces gaz dans notre réseau, ça c'est quand même très important parce que c'est la réponse de cette question qui va nous permettre, la discussion qui va nous amener à la réponse de cette question, elle va nous permettre, de casser les silos qui existent aujourd'hui dans les industries, dans le développeur, dans le monde aujourd'hui qui peut consommer ça. Et ça, c'est très important parce qu'on est sur un sujet hyper transversal dans l'économie. La deuxième chose que cette discussion elle va nous permettre de faire, c'est effectivement de créer les nouveaux business models qui vont nous amener à peut-être un jour arriver à ces chiffres. Donc, soit-il de business model technologique, l'évolution de ces technologies, mais je ne vais pas seulement parler, par exemple, du pyrolyse ou de la gazéification, mais c'est important de dire, aujourd'hui, le biométhane qui est inséré dans les réseaux, à peu près le même volume de biométhane qui est inséré dans les réseaux, il a le même volume de CO2 qui, normalement, est laissé à côté. Il a une économie du biofertilisant qu'on ne sait pas encore, on n'arrive pas encore à la valoriser parfois de la façon adéquate. Et donc, effectivement, ces discussions, cet univers, amener ces discussions, elle est très positive parce qu'on va trouver les nouveaux business models qui vont nous faire avancer vers la transition énergétique de façon très rapide. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que le bénéfice de cette discussion, il est important parce qu'en faisant tout ça, on a une compréhension beaucoup plus importante et beaucoup plus forte du risque derrière
l'évolution à ces modèles. Et c'est ça qui va en fait amener les capitales pour effectivement construire ses rêves. Donc déjà, j'aborde ces sujets de cette façon de penser qu'avoir cette perspective de long terme, c'est effectivement très bon. Et ça doit nous encourager fortement à réfléchir sur tous les angles qui amènent peut-être la réalité de 2050. Merci Marcio. Et dans le prolongement, on a la vue sur 2050. Et ce qui est intéressant, on a des acteurs français, on a Marcio qui a vécu beaucoup à l'international. Donc le but, ce sera un petit peu de se faire quelles sont un peu les différences entre les pays et un peu les stratégies de gaz vert et les technos, que ce soit dans le transport, que ce soit les stratégies, les perspectives. Et en particulier, je vais donner la parole tout de suite à Marcio pour avoir cette vision un peu d'Amérique latine, si je ne me trompe pas. Encore une fois, je vais essayer de regarder ça dans l'angle stratégique et faire quand même rappel au fait que ces discussions en France, elle est d'une certaine façon, si on regarde ces discussions autour du monde, elle est simple. Effectivement, on a une historique construite depuis des années qui nous permettent aujourd'hui de comprendre les risques technologiques de cette filière de façon pas trop importante, même si les défis de l'avenir, il est énorme. On a un réseau de gaz qui est partout, heureusement. On a des consommateurs aujourd'hui qui consomment ces gaz et qui sont très fiers. Un environnement régulatoire qui fonctionne avec des garanties d'origine, des mécanismes qui nous permettent de valoriser le valeur verte de cette molécule. Donc, ces discussions en France, cette maturité du marché en France, c'est quand même la maturité qui nous permet de poser cette question dans l'écran. Dans d'autres pays du monde, ça ne marche pas trop comme ça. On a encore, avant de parler du Brésil, je vais parler par exemple d'Asie du Sud-Est, où on a un potentiel gigantesque de production de biogaz. Plusieurs pays qui sont un peu comme l'Europe, potentiellement dans une question de cross-border, d'envoyer de gaz d'un côté à l'autre, mais qui aujourd'hui n'ont pas du tout un mécanisme régulatoire ou même des discussions entre des associations qui permettent ces pays de commencer à faire, parce que si j'ai fait dans mon pays, je n'ai pas la consommation et je ne peux pas exporter ces gaz. Et donc, du coup, on a un marché global qui peut se développer de façon incroyable en prenant, par exemple, l'exemple européen comme modèle, mais on n'est pas là encore. L'autre difficulté qui peut se trouver, et c'est ça qu'on a trouvé, qui existe au Brésil encore aujourd'hui, hein, il faut rappeler, mes années du biogaz au Brésil, on parle de 2004, 2005, 2006. Avant une régulation, aujourd'hui au Brésil, on a une régulation effectivement moderne, de certificats d'origine qui permettent les consommateurs industriels, le DSO, de valoriser ces gaz. Il y a un marché fortement en expansion. Mais avec encore une autre difficulté qu'on ne trouve pas très suivante en France, qui c'est la question qui, dans certaines géographies, notamment le Brésil, mais la Hollande n'est pas loin de ça, l'origine du biogaz, le feedstock agro, où il est placé, il n'a pas de réseau de gaz. Donc on est dans des économies qui ne sont pas aujourd'hui habituées au gaz naturel. Ça forcément, parfois, ça nous amène à de index de carbone où les biométhanes, il devient hyper intéressant parce que le secteur de transport dans ces régions, notamment, il est moved by diesel. Il peut être remplacer le diesel par le biométhane est important. Les secteurs industriels sur le LPG, donc effectivement, remplacer ça aussi peut amener des énormes écarts du côté environnemental, mais c'est juste dire que globalement, en regardant le monde, la France reste quand même dans une position hyper favorable et peut profiter de cette maturité pour effectivement commencer à se poser des questions importantes comme l'évolution technologique, l'évolution de coproduits qui sont dans la chaîne du biométhane aussi. Effectivement, en tant qu'opérateur de réseau, on vit pleinement au quotidien cette dynamique d'adaptation des réseaux, parce que comme tu le disais, les réseaux ils existent et ils maillent le territoire, mais il faut quand même avoir en tête qu'on passe sur un schéma de desserte gazière avec
historiquement en 5 ou 6 points d'entrée sur le territoire, à un schéma où on retourne quelque part l'ensemble des flux pour basculer dans une logique de 100% gaz vert vers un approvisionnement qui est complètement diffus. Et ça s'adosse complètement aux réseaux existants, qui sont vraiment une force sur le sujet. J'y reviendrai en donnant quelques chiffres là-dessus d'ailleurs. Et ça nécessite localement des adaptations de réseau. Et si on devait regarder un petit peu la dynamique européenne globalement, ce qui fait, je ne dirais pas la singularité, mais quand même une des vraies spécificités françaises, c'est d'avoir posé au cœur du secteur biométhane, du domaine biométhane, le droit à l'injection qui finalement permet de résoudre simplement et sans ambiguïté des questions qui sinon font basculer la filière en logique de poule et d'œuf. Je prends un exemple typique. Si on est sur une commune ou un territoire qui globalement, en été par exemple, consomme moins de gaz qu'il n'en produit, il y a deux solutions. Soit on valorise tout de même ce gaz et on permet donc aux producteurs de voir leur projet flotter économiquement, ou bien on coince et on torche le gaz en question, ce qui est évidemment de nature à empêcher les projets d'éclore. Avec le droit à l'injection, dès qu'on identifie qu'on a un nombre de projets qui excède la capacité du territoire à l'absorber, on déclenche, sans passer des heures à se demander qui paye quoi, parce que c'est défini dans le droit à l'injection, au-delà d'un certain rapport entre le potentiel et l'investissement à réaliser, conjointement GRDF et GRT Gaz ou GRDF et Terregaz selon les territoires, déclenche les renforcements de réseau pour que, vu du producteur, et c'est dans ce sens qu'il a un droit à l'injection, on ait quelque chose de fluide et que l'exutoire soit assuré pour lui. Parce que ce qui est clé dans le business plan d'un producteur, c'est bien sûr qu'il ait un exutoire fiable, solide, sur lequel il puisse compter. Et avec le droit à l'injection, c'est vraiment quelque chose qu'on réussit à faire. Concrètement, des installations de rebours qui remontent l'été particulièrement le gaz de la zone où elle est produite vers le réseau de transport. Il y en a aujourd'hui 40 en France, donc ça montre qu'on est sur quelque chose qui fonctionne effectivement. Alors sur les 40, il y en a 20 qui sont effectivement en service, les 40 c'est la totalité des projets, mais globalement ça se déploie pleinement. Et puis si on regarde plus loin, et je finirai là-dessus, même si ces adaptations, partout où elles se font, elles ressemblent à des adaptations significatives du réseau, quand on prend du recul, et c'est un message fort que je voudrais rappeler aujourd'hui, les adaptations des réseaux de gaz, c'est globalement pas grand-chose au regard de l'économie de ces réseaux aujourd'hui. On n'est pas du tout face à ce qu'on appelle en électricité le mur des investissements qui, avec la croissance de la consommation électrique à laquelle on s'attend dans les années à venir, impose des renforcements. RTE citait récemment des ordres de grandeur de près de 80 milliards d'euros sur les réseaux élec. Donc on est sur des choses extrêmement significatives qui devront bien, in fine, être payées par quelqu'un. Sur les réseaux gaz, du fait principalement de la baisse tendancielle de conso, mais aussi de la relative simplicité des ajustements de réseau qu'il y a à faire. Un rapport de la Creux a évalué récemment les adaptations qu'il y avait à faire, et entre maintenant et 2050, on a moins de 10 milliards d'euros d'investissement. Donc bien sûr, 10 milliards d'euros, ça paraît conséquent, mais étalé sur 25 ans et rapporté à la valeur globale des réseaux, le message fort, c'est que globalement, c'est quelque chose d'absorbable qui finalement fait la compétitivité des gaz verts. Parce que globalement, il n'y a pas à tout refaire, il n'y a pas à tout repenser, il n'y a pas à tout reconstruire. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que ça donne du crédit à l'idée que ce mix 100% renouvelable, il puisse aller vers le consommateur à des conditions économiquement acceptables. Ça, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi au niveau européen, parce qu'on est précurseur sur le droit à l'injection, mais ce droit à l'injection, les récentes directives gaz, alors j'aime pas parler de directives parce que c'est toujours un peu obscur, mais globalement, il a quand même tendance à s'étendre dans les autres pays européens. C'est ce qu'on entrevoit pour les années à venir en tout cas. Donc les feux sont plutôt ouverts dans ce domaine-là. Je vais complètement abonder dans le sens de ce que vient de dire Jean-Marc. Côté GRDF, alors ça parlera peut-être pas beaucoup, mais GRDF, en tant que distributeur de gaz, on est le 3e plus gros distributeur de gaz mondial.
On échange donc avec nos homologues qui sont les Japonais, les Américains, les Canadiens parfois. J'ai une personne en ce moment même de GRDF qui est en train d'intervenir aussi pour témoigner du succès du développement du biométhane en France pour le Canada, pour le Québec en particulier, et puis même au niveau européen, distributeur par exemple en Pologne qui est de grande taille, mais GRDF est le plus gros distributeur de gaz en Europe. Ce modèle français de la méthanisation, ce modèle français du développement des réseaux et de gaziers avec cette production décentralisée de gaz vert, il est regardé, scruté de partout. On a aujourd'hui, côté GRDF, des demandes tous les mois d'opérateurs de gaz étrangers qui viennent nous voir en nous disant comment vous avez fait. Comment ça se fait que vous arriviez aujourd'hui à avoir 600 sites de méthanisation raccordés au réseau, que ça fonctionne, que, comme le dit Jean-Marc, vous arrivez à trouver le juste milieu pour que finalement ce soit ni les producteurs de biométhane qui payent tout, ni les opérateurs de réseau qui payent tout. Comment vous avez... De 15h30 à 16h30, le club solaire métropolitain vous convie pour célébrer ses 1 an. Un moment de convivialité, d'échange et de rencontre. Vous pouvez les retrouver salle Saint-Clair au niveau 2. Salle Saint-Clair au niveau 2. Voilà. Alors là, on ne sera pas salle Saint-Clair au niveau 2. Hein. On est plutôt au premier niveau, puisque finalement, on est vraiment aujourd'hui pionnier en France avec ce développement de la méthanisation, ce développement du droit à l'injection, ce développement aussi de la priorité donnée au gaz vert dans les réseaux. C'est-à-dire que les opérateurs de réseau ont une mission qui est de donner la priorité à l'approvisionnement en gaz vert par rapport à l'approvisionnement en gaz fossile dans les réseaux. Et finalement, tout ce modèle qui combine mobilisation du monde agricole, mobilisation d'acteurs aussi, de développeurs plus industriels, de développeurs de projets ENR, opérateurs de réseau, finalement, cette capacité de la filière à être à la croisée des chemins et avec une mobilisation des opérateurs de réseau, et aujourd'hui, ce qui est extrêmement scruté. On a aujourd'hui, nous, des demandes pour aller accompagner des opérateurs de réseau qui veulent aller discuter avec leur monde agricole, avec leurs régulateurs, avec leurs administrations, en disant comment on peut faire pour répliquer dans notre pays ce que vous avez fait en France. Ça a l'air de marcher, les agriculteurs ont l'air de s'y retrouver, les industriels aussi, les opérateurs de réseau aussi, l'État aussi. Voilà, ce modèle français de la méthanisation, aujourd'hui, il est érigé véritablement en vitrine et en référence mondiale. Et il y a clairement une envie de le dupliquer. Et c'est aussi aujourd'hui le rôle qu'on a en tant qu'opérateur de réseau, c'est d'aller accompagner cette duplication dans d'autres pays. Merci mon cher Étienne. On va terminer avec une dernière question et puis après on donnera la parole à la salle parce qu'il reste un petit quart d'heure et je pense qu'il y a quelques questions qui vont se préparer de votre côté. Et puis cette dernière question, c'était, on va la commencer avec toi Étienne qui va pouvoir y répondre, c'était un peu comment optimiser la complémentarité entre les différents vecteurs énergétiques, en France bien sûr, et dans les infrastructures respectives. Un petit peu avoir ton point de vue, et après qui sera décliné par Jean-Marc et Marcio. Je crois qu'il faut regarder, il faut revenir d'abord à de la physique très basique. Des molécules, ça se stocke. C'est facile à stocker, il y a des capacités de stockage qui sont assez bien définies. Des électrons, c'est un peu plus compliqué. Ça peut se faire, hein, évidemment, mais ça a d'autres contraintes. Ça a des contraintes en termes de matériaux nécessaires, ça a des contraintes en termes de temporalité. De la chaleur, ça peut parfois se stocker, mais c'est aussi pas forcément évident, et surtout sur des très très grandes quantités, on peut avoir des limites. Et finalement, l'un des enjeux de la transition énergétique, c'est bien de maximiser les avantages de chaque vecteur. La molécule, en particulier la molécule gazière, on a historiquement des stockages de gaz en France qui représentent à peu près le tiers de la consommation annuelle de gaz. Donc on a une capacité de stockage qui est absolument colossale. J'aime bien ce chiffre parce qu'il est un peu parlant. Si vous voulez remplacer le volume d'énergie stocké par les stockages de gaz en France par des batteries de voitures électriques, il en faut à peu près 2,5 milliards. Ça vous donne une idée, donc c'est largement plus que le nombre de véhicules total en circulation dans le monde. Donc on est sur un ordre de grandeur où finalement la capacité de stockage d'énergie en France est absolument colossale en termes de molécules gazières. Il faut en profiter. Tout l'enjeu de demain, de la transition énergétique, de cette optimisation entre vecteurs énergétiques, ça va être de combiner tout ça. Bien évidemment, il y a des process qui ont une efficacité énergétique plus élevée avec d'autres molécules, avec d'autres vecteurs que la molécule. Une pompe à chaleur, ça peut être très efficace. Mais une pompe à chaleur, c'est très efficace, mais ça pose des problèmes de saisonnalité. D'où les réflexions, par exemple, des pompes à chaleur hybrides qui vont combiner à la fois du gaz vert et de l'électricité décarbonée pour décarboner in fine et obtenir le meilleur des deux mondes. Et cette réflexion-là, elle doit être portée partout, et c'est bien le sujet. La question, on a peu parlé encore, mais la question de la méthanation, du power to gas,
et en particulier la production de méthane à partir d'électricité renouvelable excédentaire. Les premiers qui ont dégainé ce sujet-là en disant c'est une application massive fondamentale pour la transition énergétique, c'est l'ADEME. L'ADEME a publié des scénarios en 2021 en disant je vais avoir de la méthanation de façon massive parce que de toute façon j'aurai des excédents d'électricité renouvelable à des prix négatifs et il va falloir les valoriser de façon cohérente et la meilleure façon de les valoriser c'est sous forme de molécules. Hydrogène quand on peut, méthane quand on n'a pas d'infrastructure hydrogène à proximité. Et c'est bien ça l'enjeu de la complémentarité entre vecteurs énergétiques qui va être fondamental parce que de toute façon, évidemment, quand on veut faire de la transition énergétique, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas d'abord, c'est évident, mais ensuite on ne peut pas se permettre de perdre de l'énergie qu'on pourrait produire de l'énergie décarbonée. Un autre type de complémentarité que je souhaitais évoquer pour compléter celle que tu viens de décrire, Étienne, c'est celle entre les réseaux CO2 et les réseaux de gaz renouvelable. Vu les tendances en termes de prix de la tonne CO2, il paraît incontournable que les réseaux de CO2 sont amenés à rencontrer dans les années à venir, c'est pas tout de suite, mais rencontrer dans les années à venir des conditions économiques qui permettent l'émergence d'une réelle logistique CO2. L'exemple qu'on peut prendre, même si c'est un peu loin d'ici, c'est l'exemple qui est situé vers Saint-Nazaire avec le projet GoCO2 qui finalement valorise les quantités très importantes qui sont produites de CO2 par certains cimentiers pour les acheminer vers des terminaux afin qu'ils soient ensuite stockés offshore. Ces réseaux de CO2, donc, dont l'émergence est aujourd'hui en marche et en tout cas verra le jour dans les décennies à venir, ils peuvent être vus comme une opportunité pour les gaz renouvelables d'améliorer encore leur impact CO2. Aujourd'hui, un site de production de biométhane produit du CO2 certes biogénique, ce qui fait que son impact en termes de contribution au réchauffement est non significatif, et donc on est bien sur une énergie qui est renouvelable. Mais si en plus on capte ce CO2 biogénique pour justement le valoriser via les réseaux CO2 qui viennent, on bascule là vers une énergie, on donne la possibilité au gaz renouvelable finalement d'avoir un bilan d'impact CO2 qui soit globalement négatif, et on fait de ces vecteurs des vecteurs de captation de CO2. Et on accroît ainsi leur contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est aussi une complémentarité qui est aujourd'hui un peu lointaine, hein, qui n'est pas pour demain, mais à laquelle on commence à penser quand on organise des logistiques CO2, parce que globalement, ces trois réseaux-là que j'évoquais tout à l'heure, CO2, gaz renouvelable et hydrogène, ils n'auront pas des vies séparées. Étienne le disait, la transformation des excédents électriques en molécules, ça se retrouve finalement soit dans le réseau gaz, soit dans le réseau hydrogène. Puis le réseau CO2, on voit qu'il peut être un peu mixé avec le réseau gaz renouvelable. Donc globalement, on a vraiment des logistiques qui sont complémentaires, et c'est à nous, opérateurs de réseau, de penser ça dès aujourd'hui pour en faire des réalités concrètes sur le terrain. On y travaille en tout cas. Vu mes confrères dans cette table ronde, je n'oserais pas du tout de parler d'infrastructure. Je vais prendre encore une fois un recul pour essayer d'aborder ces sujets de façon un peu plus stratégique. Alors Bluenomics, c'est un cabinet de conseil qui a quand même un peu de propriété pour parler du biogaz, parce que ça fait une quinzaine d'années qu'on accompagne les agents français sur le développement de ces marchés. Et pas seulement en France, aujourd'hui on aide les entreprises européennes, de françaises à avancer dans d'autres pays dans l'Europe, et on regarde aujourd'hui l'internationalisation complète de différents agents de ces marchés. Donc quand même, le message que je vais apporter, c'est un message très positif. Parce que effectivement, le but qu'on a, l'objectif qu'on a tous dans cette salle, même dans ces bâtiments, c'est accélérer la transition énergétique. C'est là qu'on est, c'est ça l'angle. Il faut avancer vers un monde avec moins de carbone, un peu plus efficace, et il faut faire ça de façon très vite. Alors le biométhane, le gaz vert, ils sont un vecteur hyper important pour tout ça. Notamment parce que, comme on avait parlé avant, on a une moindre prise de risque technologique inclus dans les sujets, on les maîtrise de façon très importante. Il est présent, il est ancré dans la culture industrielle aujourd'hui,
Et effectivement, il peut vraiment être un vecteur qui va nous aider, encore une fois, à être l'exemple qui nous permet de regarder le sujet de façon transversale, créer les nouveaux modèles d'affaires qui vont inclure les coproduits associés avec le gaz vert, qui vont associer les agriculteurs de façon importante. D'autres façons de dire, c'est que c'est un vecteur qui nous permet de regarder la situation de l'accélération de la transition énergétique de façon très holistique. Et du coup, en regardant tout ça, ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est de donner à nos clients une vision qui permette l'accélération du capital pour cette filière. Ça fait quelques années qu'on travaille sur les risques qui existaient, qui c'était est-ce que cette biomasse que je vais utiliser pour faire du biométhane, elle sera disponible demain? Donc aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de regarder dans les temps et avoir une certaine réponse à cette question. Et aujourd'hui, on bosse très fortement sur l'autre angle de cette question qui c'est, voilà, cette énergétique ou cette chaîne de valeur, comment on peut la précifier dans l'avenir. Et on commence à... je pense que si on a les réponses pour ces deux questions, au moins on avance vers une conclusion plus simple à la question, est-ce qu'on aura de la biomasse d'ici à 50 ans pour faire ça? Est-ce que le prix sera cohérent, pas seulement le prix du gaz vert, mais de toutes ces chaînes de valeur? Moi, je pense qu'on devrait être hyper optimiste pour arriver proche de cette réalité de 100%, au moins d'entretenir ces discussions de façon très forte, parce que le développement de cette filière, elle nous amène effectivement beaucoup de choses positives. Bon, moi je donne la réponse, c'est oui, on va réussir. Je tiens déjà à remercier que ce soit Étienne Marciot et Jean-Marc pour leurs réponses pertinentes. Et avant de les applaudir, on va déjà passer aux questions. Est-ce que... Ah bah voilà. Attends, je vais faire maître de cérémonie. J'ai toujours été... C'est mon rêve. Donc, et alors, je vous laisse vous présenter. Voilà, le classique. Bonjour, Armelle Pin du CEA. Pour atteindre un mix gazier 100% renouvelable en 2050, il faudra du biométhane. Et vous en avez pas mal parlé. Il faudra aussi pas mal de e-méthane, du power to méthane, power to gaz. Est-ce que vous pouvez apporter un éclairage, vos perspectives sur le développement de ce power to gaz, et en particulier sous deux angles? Est-ce qu'il y a une opportunité de répliquer le modèle de la méthanisation en ayant une unité de power to gaz sur chaque méthaniseur, puisqu'on génère du CO2 biogénique sur les méthaniseurs? Et deuxième angle, c'est quoi votre perspective sur la concurrence qu'il y a sur ce CO2 biogénique? Parce qu'il peut être utilisé pour faire du biométhane, mais il est aussi très regardé par les gens qui veulent faire des carburants pour l'aviation, qui veulent faire du e-méthanol, etc. C'est une denrée rare et précieuse, ce CO2 biogénique. Voilà, merci. Ouais, je peux commencer à répondre. Alors, il y a deux sujets. On peut évidemment envisager de mettre un méthaneur derrière chaque méthaniseur. C'est tout à fait envisageable techniquement. Après, la limite va plutôt être une limite économique. C'est qu'en fait, à l'échelle d'un méthaniseur, un méthaneur est probablement pas assez rentable. On n'atteint pas les effets d'échelle de dimensionnement des électrolyseurs et des méthaneurs. Il faut probablement regrouper le CO2 de 5 à 10 unités de méthanisation pour obtenir, on va dire, un méthane de synthèse, un e-méthane, qui soit produit de façon économique. Donc, il y aura sans doute des effets de regroupement, ce qui pourra amener d'ailleurs à des infrastructures de bio-CO2, on va dire locales, qui regrouperont finalement le bio-CO2 de quelques unités de méthanisation et qui pourront fonctionner correctement. Je voudrais juste rapidement, et Jean-Marc, je pense que tu compléteras sur le deuxième point, je vais donner quand même quelques chiffres. On sait que le potentiel de production de gaz vert en France, il est supérieur à 300 TWh aujourd'hui, si on combine les différentes filières, c'est-à-dire méthanisation, pyrogasification, gasification hydrothermale, power to méthane. Quand on regarde ces 300 TWh, quand on regarde les filières, quand on regarde finalement les quantités de bio-CO2 qu'elles vont pouvoir générer, y compris qu'on enlève le bio-CO2 qui est utilisé par le power to méthane, on estime qu'on va pouvoir générer à peu près entre 35 et 40 millions de tonnes de bio-CO2 par an. À titre de comparaison, si on voulait faire 100% de e-kérosène en France, avec que du e-kérosène français, donc des unités françaises, je ne parle pas de la besoin de consommation électrique, qui sont largement gigantesques, mais simplement en termes de CO2, on aurait besoin de 28 millions de tonnes de bio-CO2. Donc on a plus de 10 millions de tonnes de bio-CO2 de marge. C'est-à-dire que si on développe 100% de gaz vert en France, on aura en plus
on aura en plus largement assez de bio-CO2 pour faire 100% de e-kérosène et d'avoir encore du bio-CO2 pour faire du e-méthanol ou éventuellement des carburants liquides pour le transport maritime. Donc clairement, il n'y a pas de sujet de concurrence. Il y aura un sujet d'agrégation, effectivement, puisqu'on a plein de points de production décentralisés. Par contre, il n'y a absolument pas de sujet de concurrence d'usage. Il y en a largement assez pour tout le monde et pour tous les usages. Effectivement, l'idée, c'est qu'en volume, on a globalement des quantités qui sont significatives, qui font qu'on n'a pas de concurrence volume, ce qui implique que nous, opérateurs de réseau, notre logique aujourd'hui autour de l'essor de cette logistique CO2, c'est d'être actif sur les deux possibilités de valorisation. Et les questions qui restent ouvertes aujourd'hui, et finalement qu'il n'est pas forcément nécessaire de trancher à court terme, c'est plus des questions de timing en fait, de développement de ces différentes logistiques CO2. Donc, nous, on essaye de maintenir à flot des logiques pertinentes de logistique CO2, soit tournées vers la production de SAF, soit tournées vers la valorisation de CO2. Mais l'important, ce n'est pas de considérer que l'une devra supprimer l'autre, mais globalement de faire coexister les deux types de logistique, idéalement dans un seul et même réseau CO2 qui, à terme, pourrait même permettre aux acteurs de CO2 de switcher de l'un vers l'autre. Mais ça, c'est peut-être du très long terme. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez-y. Oui, bonjour. Arnaud Jacques, je travaille chez Arcolia. On est énergéticien et notamment producteur de biogaz au travers d'unités de méthanisation. J'avais une question justement concernant ce mix gazier. On va vers du 100% renouvelable. Est-ce que ce volume de gaz va diminuer en termes de consommation? Et quels seront les usages qui, selon vous, vont perdurer, sachant que peut-être certains vont évoluer vers de l'électrification? Donc, quel est votre avis sur les usages futurs de ce biogaz? Je te laisse parler, Jean-Marc. Je sens que tu es inspiré. Ouais, même si j'adore pas parler de ça, parce que globalement, je trouve qu'aujourd'hui, il serait un peu hasardeux de dire, et beaucoup de gens le disent, c'est pour ça que je m'inscris un peu en faux par rapport à ça, de dire le biométhane, ça doit servir à la mobilité, à rien d'autre, ça va vers l'industrie, le reste, on ne veut pas en entendre parler, et on entend des tas d'experts qui disent le biométhane, c'est pour ci, c'est pour ça. Moi, ce que je répondrais à ça, c'est que le biométhane, c'est plus une énergie territoire et que les différents usages pertinents du biométhane, c'est un peu au niveau de chaque territoire qui vont devoir se déterminer. Alors bien sûr, de manière macro, on voit le biométhane comme incontournable dans le transport lourd, comme incontournable dans certains secteurs de l'industrie, notamment à la haute température. Mais je pense que si on regarde tous les usages du gaz naturel, il est aujourd'hui déraisonnable de penser que dans un monde 100% renouvelable, certains usages ne seront plus du tout assurés en gaz naturel, parce que dès qu'on regarde les choses concrètement sur le terrain, des gens qui ont besoin de chauffage, on ne les raccordera pas tous à des réseaux de chaleur, ça c'est quand même une fable qu'il ne faut pas raconter. Et globalement, donc, la complémentarité des énergies, chaleur, électricité, gaz, ça reste une réalité, et toutes ces énergies resteront profondément intriquées. Donc, je ne chiffrerai pas, mais je dirais que les usages ne vont pas être monolithiques. Et en tout cas, penser le biométhane comme un vecteur destiné à un usage, un seul, même deux, c'est à mon avis une erreur stratégique, et faut laisser les options ouvertes, et c'est sur le terrain que les meilleures solutions verront le jour. Moi, je vais profiter pour rebondir. C'est exactement ça. Et en fait, l'opportunité que la transition énergétique, elle nous amène, elle porte quand même sur la réflexion que si on continue à faire les mêmes bêtises tous les jours, il ne faut pas attendre que le lendemain, il a un résultat différent. Et je pense que l'évolution énergétique, elle a commencé par cette question. Ça fait quelques années qu'on se dit, ça, il faut utiliser pourquoi. Il a toujours cet angle qui est toujours droite. Alors, le biométhane, il faut se rappeler quand même quand on dit biométhane, c'est quand même intéressant, parce que le biométhane, ça fait partie d'une chaîne de valeur, encore une fois, et j'insiste sur ça, beaucoup plus grande. Et que cette opportunité qui reste devant nous de effectivement comprendre l'enjeu local, c'est une énergie distribuée. Ça nous permet effectivement, au niveau du territoire, au niveau local, avoir l'opportunité de lui valoriser, le biométhane,
mais aussi les autres composants de cette chaîne de valeur qui sont assez importants. Une fois qu'on regarde au niveau local, il sait si on peut apprendre de l'histoire, ça ne sera jamais pareil. Il n'a pas la solution classique pour le biométhane. Donc, effectivement, c'est un vecteur. Et ce qu'on écoute aujourd'hui, c'est que deux énormes agents très intéressés dans le développement de cette chaîne de valeur en France, mais ils encouragent de façon très évidente le progrès de tout ça. Donc, on devrait simplement profiter de cet environnement pour, encore une fois, réfléchir sur le business model de demain qui va nous permettre effectivement de maximiser tous ces vecteurs différents qui le gaz vert peut nous amener. Je voudrais simplement compléter. Les opérateurs de réseaux gaziers publient tous les 2 ans à peu près des perspectives gaz qui sont finalement le pendant des futurs énergétiques de nos cousins électriques sur les perspectives d'évolution du système gazier. Très clairement, et Jean-Marc l'a évoqué tout à l'heure, on sait que la consommation de gaz va baisser, tout comme la consommation d'énergie en France doit baisser, puisqu'il n'y a aucun scénario de transition énergétique qui ne boucle en France sans une baisse quasiment d'au moins 40% de la consommation d'énergie. Quel que soit le scénario, vous cherchez, que vous preniez ceux de l'ADEME, ceux de Négawatt, même ceux de RTE, enfin, il n'y en a aucun qui boucle sans diminuer d'au moins 40% la consommation d'énergie, quoi qu'il arrive. C'est vrai aussi pour le vecteur gaz. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait que la consommation de gaz en 2050, ce sera à peu près 40% de moins, 45% de moins peut-être, peut-être même 50%, on verra, de moins que ce qu'on a connu ces dernières années. Ça, c'est un fait, et c'est d'ailleurs ce que les opérateurs de réseaux gaziers n'ont absolument pas de difficulté à afficher dans les perspectives gaz. Après, la question des usages. La question des usages, je renvoie sur ce qui vient d'être dit. Il y a une question de complémentarité qui est liée finalement aux limites physiques de chaque vecteur énergétique. On ne va pas réinventer la poudre. Je vais rappeler simplement un point. Aujourd'hui, la pointe de puissance du système énergétique en hiver, la partie qui est assurée par le gaz, c'est entre 110 et 130 gigawatts. Si on le convertit en nouveaux EPR à construire, ça veut dire qu'il faudrait construire 80 EPR pour la couvrir. Je rappelle qu'on parle aujourd'hui de construire 14 EPR dans les scénarios les plus optimistes. Donc clairement, on ne va pas pouvoir se passer de tout ça, de tous ces effets de pointe. Il va falloir les prendre en compte. Ils vont donc de toute façon il va être nécessaire de les couvrir avec ces solutions de molécules, donc de gaz vert. Et ça, c'est fondamental et ça s'appelle la réalité physique. On peut avoir toutes les incantations qu'on veut, mais il y a un moment donné où on est quand même rappelé par le concret et la réalité physique. Merci mon cher Étienne. On va arriver à la fin. Malheureusement, je ne peux plus prendre d'autres questions. Parce que, allez, on me dit que si. On est dans les prolongations. Donc je cours. Parce que non, c'est juste pour respecter le timing. Et voilà. Ah bah, si. Question rapide. Merci beaucoup Didier Lafaille de la Commission de régulation de l'énergie. On a beaucoup parlé de biomasse. Il faut faire attention, la biomasse est en concurrence entre l'alimentation, la construction et l'énergie. Il y a des questions de priorité. Mais ce n'était pas ma question. Pour arriver à 100% d'énergie renouvelable, de gaz vert renouvelable, pardon, on aura besoin de méthanisation, vous l'avez dit, pyrogasification, gasification hydrothermale, éventuellement du gaz de synthèse, si on veut. Il y avait eu une étude il y a quelques années de l'ADEME qui disait si on veut aller vers le 100%, il faudra utiliser les algues. On n'en parle plus du tout des algues. Alors, effectivement, alors les algues, déjà, c'était un potentiel assez limité. Si on regarde l'étude de l'ADEME, effectivement, si vous faites référence à une étude de l'ADEME en 2018 qui avait vérifié le fait de la possibilité d'avoir 100% de gaz vert, sur à peu près 400 TWh de production de gaz vert, les algues, c'était 12 TWh. Donc c'était pas un gros volume en termes de production. Aujourd'hui, on voit bien que les algues posent plein de débats, les fermes hydroponiques posent plein de débats, à la fois en termes d'occupation foncière, à la fois en termes aussi d'utilisation des algues potentiellement pour d'autres sujets. Vous avez parlé de la question de l'utilisation de la biomasse pour l'alimentation, pour la chimie verte. Voilà, les algues vont aussi poser ce genre de sujet. Donc très clairement aujourd'hui, les travaux des opérateurs de réseau, d'ailleurs les travaux de l'ADEME Transition 2050 qui ont été publiés en 2021 ne font plus référence aux algues. C'est un gisement qui aujourd'hui semble quand même fléché vers d'autres usages qui sont plus prioritaires. Et vous faisiez référence à la question de la priorisation des usages de la biomasse. Peut-être qu'il y aura un peu d'algues qui finiront en énergie, mais c'est clairement pas la priorité aujourd'hui. Eh ben, merci pour cette dernière question rapide. Et n'oubliez pas que le gaz vert, on en a énormément besoin. Je suis un fervent défenseur. Et juste pour la petite anecdote, au dernier salon des maires, j'ai pu voir notre ancienne ministre de la Transition et je lui ai glissé quand même que le biogaz est l'énergie qui a respecté ses engagements dans la PPE. Donc c'est important. Donc on va réussir à tous ces objectifs grâce à vous. Et un grand merci à Étienne, à Marcio et à Jean-Marc. On peut les applaudir.